la censure a été immédiatement alertée et que la rafle a été remise de 2 jours. Ce qui fait que les Juifs sont partis, ils sont revenus, voyant qu'il ne se passait rien, et se sont fait coincer. Et il y a eu beaucoup Non, d'arrestations? il n'y a pas eu beaucoup d'arrestations parce qu'il y a eu 2 arrestations. Ils ont eu le temps de partir. C'est là où M. le curé Béraud avait caché les Juifs au moment où il se passait une rafle au Malzieu. Et il est caché au-dessus de la voûte, là, entre la voûte et la toiture de l'église. C'est la cache que vous m'avez montrée. C'est la cache que j'ai montrée d'en bas, oui. Il y avait de la paille, des matelas, des couvertures, ou ils étaient à même les planches? C'était tel que, comme ça. Et ils étaient combien? Ils étaient une vingtaine. Des enfants? Oh, femmes et enfants surtout, parce que les hommes étaient partis plus loin à ce moment-là. Docteur, saviez-vous que comme vous, d'autres gens à Malzieu aidaient les Juifs? Il y avait des gens qui Non, Il y a- mais je vous pose la question les parce aidaient d'une que... façon très précise. Oui, parce que à entendre M. Raoul, j'avais l'impression qu'il faisait des choses dans son coin. Oui, oui. Ah, mais absolument. Absolument. Ça, non, je ne savais pas du tout que Raoul était aussi actif. Pas du tout. C'est formidable. Ah, Alors ben, que vous étiez son médecin, C'était vous, important. Hein. vous preniez une sacrée responsabilité. Mais oui. Oui, mais enfin, bon, je l'avais de moi-même, ça. C'était comme ça. Vous aviez peur? J'ai jamais eu peur. Vous savez, quand on... C'est l'affaire, je pense, de tous ceux qui entreprennent des actions où il y a des risques, on pense aux autres et on s'oublie. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas peur. Lyon. Je me souviens, on juge Barbie. La ville est sous tension, négationniste, révisionniste, beaucoup de bruit. Mais au pays de Bousquet, Touvier et autres, qui jugera Vichy? Beaucoup de Français les souhaitent. Quand jugera-t-on Vichy? Combien de Juifs a-t-on sauvé à Lyon? Je suppose, mes chiffres ont toujours été à peu près retenus, je suppose qu'ils voulaient arrêter 4000 étrangers. Et en réalité, il y en a près de 3000 ou 2800 qui ont échappé justement grâce à ces avertissements que nous avons diffusés. Et les arrestations de juifs étrangers devaient se faire la nuit. Alors là, nous étions prévenus d'une dizaine de jours avant. Les associations humanitaires, c'est-à-dire une association qui s'appelait l'Amitié chrétienne, qui groupait des catholiques et des protestants, et également des juifs qui étaient discrets, mais enfin ils faisaient partie de cette association, et puis la CIMAD aussi, et puis des associations juives comme l'OSE. Alors avec ces associations, nous avons fait le maximum pour prévenir les juifs étrangers. J'étais en rapport avec le jeune rabbin qui... hélas, ne reviendra pas de déportation, le rabbin Schoenberg, qui était un ami. Nous avons prévenu le maximum de personnes. Nous avons prévenu ou nous avons fait prévenir. Mais c'était très difficile parce que les gens n'y croyaient pas. Beaucoup de ces juifs étrangers disaient non, mais non, on racontait, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'Allemands ici. Et les Allemands ne veulent pas nous arrêter puisqu'il n'y a pas d'Allemands. On leur a dit, mais vous savez, ce sera peut-être bien les Français qui viendront vous arrêter. Et ça a été la honte pour nous. Hein, c'était la honte de voir que c'était uniquement la police française qui aurait dû être aidée par l'armée aussi. Mais l'armée, le gouverneur militaire a refusé de donner l'armée. On en parle peu de ce gouverneur militaire, mais c'est un homme. Qui c'était? Il s'appelait Robert de Saint-Vincent. Vous étiez en relation avec des gens dans les mairies? On avait des complices, entre guillemets, dans les mairies qui nous donnaient des cartes d'alimentation. Tout le système Était au point. Ma première action a consisté à faire une carte à une dame Aron qui s'est présentée à moi alors que je n'étais pas chef de service. J'ai fait cette première carte, je l'ai là aujourd'hui parce qu'elle me l'a renvoyée avant de mourir. Et
Après quoi, je ne voulais pas aller chaque fois. Cette dame a dû en parler à d'autres familles juives qui étaient dans la région. Je n'ai pas pu aller demander chaque fois au chef de cabinet de renouveler cela. J'ai pris sur moi de voler des cartes, les imprimés qui étaient en réserve, avec quelques connivences, et puis de faire moi-même les cartes à ces personnes, parce qu'en dissimulant le nom juif, je pouvais les faire passer pour des réfugiés des grandes villes, et non des juifs. En réalité, l'appartenance juive n'était pas mentionnée, et je pouvais leur faire obtenir des indemnités de réfugiés, les indemnités auxquelles avaient droit les réfugiés, ce qui les mettait un peu à l'abri du besoin. Vous-même, vous est-il arrivé de faire passer des gens en Suisse? Oui, oui, mais alors moi j'ai conduit surtout des hommes par près de Collonges-sous-Salève, parce que là c'était quand même plus périlleux. Hein. Il y avait deux lignes de fil de fer barbelé à franchir. Il y avait un premier, c'était des rouleaux de barbelés. Puis après les Suisses avaient mis des barbelés alors bien organisés à la méthode suisse. Alors là il fallait quand même être assez souple. Si c'était à refaire. Si c'était à refaire, évidemment, comme on dit, je le referais, mais à 77 ans, je ne suis plus assez souple pour passer sous les barbelés de la frontière et faire tout ce que j'ai fait. C'est absolument impossible. Au cours des rafles des 16 et 17 juillet 1942, désignés sous le terme vent printanier, la police française, environ 900 équipes, a arrêté 12 884 juifs, dont 4 051 enfants. En fait, c'était un matin. On m'a dit que c'était très tôt. Et se sont présentés dans notre appartement 3 personnes, 2 policiers en uniforme et une personne en civil. Et ils venaient en fait arrêter mon père. Et quand ils nous ont vus tous ensemble, l'homme en civil, je n'ai jamais su si c'était un Français ou un homme de la Gestapo, a dit, bon, puisque toute la famille est là, embarquons-les. Et à ce moment-là, comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu à la fois des suppliques, des cris, des déchirements, en fait, par rapport à ce qui allait se passer. Et une voisine est venue, attirée par le bruit, et a essayé de s'interposer, peut-être pour ou tenter de nous prendre tout de suite. Et à ce moment-là, l'homme en civil lui a dit si vous interposez encore, on vous embarque aussi. Et nous sommes partis, je pense, au commissariat et surtout, en fait, ensuite à la mairie du 18e. Et là, j'ai le souvenir d'ailleurs d'une femme avec un enfant dans ses bras. Et ce qu'il s'est passé, en fait, c'est qu'un des policiers, peut-être parce qu'il avait été ému, peut-être par les réactions de mes parents, peut-être aussi, et j'y ai souvent pensé, parce qu'il savait qu'en faisant l'acte qu'il allait faire, il savait que nous serions peut-être repris, en fait, par notre voisine. Il a déchiré les papiers, en fait, et il a mis « Juifs sans enfants ». Ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que de la rue des Islettes où nous habitions, que ce soit au commissariat et surtout à la mairie du 18e, il y a un trajet relativement important, surtout enfin, dans ces moments-là. Et ce policier donc est revenu tout de même rue des Islettes et a donc dit à notre voisine, Madame Caron, si vous voulez prendre les enfants, venez avec moi. Et je me souviens très bien quand les Allemands sont venus, enfin les Français à la solde des Allemands. C'était la police française. La police française. Et il devait être à peu près 23 heures approximativement. C'était vous dire la date exacte, ça serait difficile, mais c'était en octobre, vers la fin octobre 42. C'était le soir. C'était le soir. Et on a entendu crier, bien sûr, des cris.
Et ma mère est descendue et j'ai voulu la suivre, évidemment, toute curieuse, j'ai voulu la suivre, la faire monter. Et elle s'est rendue compte qu'on venait pour chercher monsieur et madame Saragoussi et ne voulait pas la laisser rentrer. Elle a demandé de pouvoir rentrer pour prêter assistante, pour préparer les enfants, parce que c'était l'affolement le plus complet. Enfin, il y en a un qui a accepté quand même. Et la chose qui m'a surtout marquée, c'est que quand ma mère, j'ai su après, il venait juste chercher monsieur Saragoussi. Il n'était pas question qu'ils emmènent les enfants. Et il y a un de ces messieurs à la solde de l'Allemagne qui a dit ben, la famille est la complète, on emmène tout le monde, ça fera ça de moins. Bon, alors ça s'est passé, disons que ça a mis peut-être une petite heure à peu près pour le temps de préparer l'affolement et tout. Et ma mère est remontée en larmes, bien sûr. Et quand est-ce que les policiers qui est venu la chercher pour qu'elle prenne les enfants? Est-ce que ça vous souvenez? Oui, ça je me souviens très bien. C'est la même nuit d'ailleurs. Tout s'est passé en une nuit. Il était à peu près 5 heures du matin. On tape dans la porte. Je suis à ma mère. Je lui dis ça y est, on vient t'emmener parce que tu as aidé un parent, on vient t'emmener. Et on a entrouvert la porte. Vous savez, pas très rassuré. Et il y avait un policier et ce sont, vous savez, ce qu'on appelait, vous avez dû entendre parler, les policiers, les agents, on les appelait les hirondelles. C'était des agents qui avaient une cape et qui circulaient en vélo. Et il a dit très doucement à ma mère, monsieur Saragoussi m'a laissé entendre que vous voudriez prendre des enfants, si vous voulez vous habiller et me suivre. J'ai laissé ma mère partir en me disant, est-ce bien vrai, est-ce pas vrai? Effectivement, elle est partie. Il l'a emmenée au commissariat du 18e qui se trouvait rue du Deauville. Et là, il y avait un autre préposé avec lui qui a dit, bon, ben, on mettra ménage sans enfants. Et ils sont allés chercher les enfants qui se trouvaient à la mairie du 18e. Ça a été, paraît-il, très dur parce que la maman ne voulait pas lâcher ses enfants. Et ma mère est revenue avec les deux petits. Il était à peu près 6 heures du matin, à peu près. Elle nous a gardés 2-3 jours, en nous interdisant surtout, et c'est ma sœur qui me l'a dit, en nous interdisant en fait d'approcher des fenêtres parce que elle avait peur d'une épicière qui se trouvait juste en face l'immeuble, donc au 11 rue des Islettes, et elle ne voulait pas montrer en fait qu'elle nous avait sauvés. Donc on pleurait, moi je poussais paraît-il des cris, ma sœur plus en silence, et pendant 2-3 jours nous sommes restés donc là. Et à ce moment-là, et c'est toujours aussi cette espèce de chaîne qui s'est constituée, parce que si elle a fait aussi cet acte, c'est parce qu'elle savait que sa belle-sœur, Madame Guillolot, qui habitait à Poigny, dans un petit village de l'Yonne, pourrait nous prendre aussi. Pour combien de temps, on ne savait pas, bien sûr, mais pourrait au moins venir nous chercher. Et ce qu'il y a de troublant, et j'en ai pris conscience d'ailleurs dernièrement, c'est que au moment où mes parents partaient par un convoi qui partait de Drancy, donc vers les camps d'extermination, nous, par contre, on prenait le train pour Migène. Donc, il y avait d'un côté une partie de notre famille qui partait vers la mort et nous vers la vie, en fait. Et puis, je crois, vous savez que dans la vie, c'est des actes spontanés parce que c'est une question de cœur, je crois. Moi, il me semble que si une chose se présenterait encore à moi de la même façon, je crois que je ferais ce qu'a fait ma mère. Vous n'avez pas eu peur? Si, j'ai eu peur un peu. Si, vous savez, j'ai eu peur. Déjà, on avait peur de l'occupant. La vie, elle était très dure. On avait peur. Toutes les personnes ont fait des gestes, de beaux gestes, en fait. Et c'est vrai que pour vis-à-vis de Madame Guillolot en particulier, mais c'est vrai aussi vis-à-vis de Madame Caron, j'ai toujours conservé en fait une admiration en fait, parce que vous savez, on se pose toujours des questions. Et toi, qu'aurais-tu fait en fait dans ces cas-là? Et c'est vrai que on n'est jamais sûr en fait soi-même de faire des actes aussi forts en fait dans ces périodes où on risque sa vie en fait, pour les autres.
Monsieur le cardinal, pendant la guerre, vous étiez déjà chrétien, pourtant persécuté en tant que juif. Et ce sont des chrétiens qui vous ont sauvé la vie à Toulouse. D'abord les vicaires Bézon, puis le père Ponchet. Comment ça s'était passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Comment? C'est facile à dire. J'étais caché en usine dans l'Aveyron. Ça faisait à peu près un an après mon baccalauréat, mon bachot, où j'avais été obligé de partir. Parce que mon nom, c'est Aron, à l'état civil, encore aujourd'hui sur ma carte d'identité. Et que je sois juif ne pouvait pas être un secret pour qui que ce soit. Et à Orléans, où j'étais, ça devenait dangereux, j'ai été dénoncé. Alors que tout le monde le savait. Mais on m'a prévenu, il faut que tu partes maintenant. J'ai été caché pendant un an dans une école catholique aux environs de Paris, où j'ai passé mon baccalauréat, puis j'ai dû partir après l'arrestation de ma mère à Drancy et sa déportation. Plus tard, j'ai su à Auschwitz. Il a fallu partir en zone libre et nous cacher. Il fallait que je survive. Et en arrivant à Toulouse, je ne connaissais personne pendant mes voyages précédents. J'ai été tout droit, puisque j'étais étudiant, à l'adresse de l'aumônerie des étudiants. J'ai sonné chez l'aumônier des étudiants de la faculté des lettres. Il y en avait un, le père Ponchet, puis la maison des étudiants qui était tenue par un dominicain. J'ai demandé à parler à l'un et à l'autre. Et j'aurais dit tout de go qui j'étais. Et dans la situation où j'étais, j'avais confiance. J'avais confiance parce que, de mon expérience, je savais que ces gens-là m'accueilleraient, pas parce que j'étais chrétien, mais parce que j'étais dans la situation, parce que j'avais le droit à être défendu. Je savais ça d'eux. C'était difficile à expliquer parce que ceux qui m'ont peut-être dénoncé étaient des chrétiens. Qui voulait-on que ce soit en France? Ce qu'on appelle des chrétiens, c'est-à-dire des gens baptisés, des gens qui sont élevés dans cette... Et pourtant, je savais faire une distinction. Et elle était très sûre, cette distinction, puisque je ne me suis pas trompé durant toutes ces années. Alors, pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi ont-ils aidé? Comment les choses se sont passées? Il me semble qu'il y a un facteur qui est souvent un peu secret. Ceux que moi j'appelle les vrais croyants, les croyants authentiques. J'ai remarqué chez eux un véritable amour. Je ne sais quel mot employer, des Juifs, plutôt du peuple juif, d'Israël, je ne sais quel mot employer d'autre, mais un amour religieux. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un avoir faim et avoir froid, vous savez, rendre service, mais ça c'est la parole de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'année dernière, il y a des Allemands qui sont venus, un journaliste de Munich, pour me demander qu'est-ce que je pensais des Allemands. J'ai dit, mais je pense que vous avez appris votre histoire d'Allemagne comme nous avons appris notre histoire de France. Et vous savez qu'est-ce qu'était Hitler. Puisque son testament, avant de se donner la mort, il a dit, vous pouvez me remercier de ce que je vous ai débarrassé de 6 millions de Juifs. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que je pense de vous? Vous êtes mon prochain. Il est impossible de parler des Justes en France sans évoquer Chambon-sur-Lignon. Ce village cévenol rassemblé autour de son pasteur a sauvé près de 5000 Juifs. Et sur le plan pratique, ça s'est passé comment? Ça se passait avec une grande discrétion. Que vous voyez, avant-hier, j'étais chez une voisine qui ne sort pas, qui a 80 ans, et elle est juste de l'autre côté du pont. Et elle ne savait pas du tout ce qui se passait dans le village. C'est vous dire comme on était peu bavards. Est-ce que vous avez eu peur? Nous n'avons pas eu peur, parce que nous savions que nous agissions selon la volonté de Dieu, que nous nous occupions de ces personnes traquées qui étaient des Juifs. Et nous avons été quelquefois très près, mais nous n'avons rien risqué.
Quand Georges Lamiran est venu pour faire le tour de la jeunesse, parce qu'il y avait des jeunes, C'était un ministre de Pétain. oui. Mais étant donné qu'on connaissait cet homme, on n'était pas très sûr et on a demandé au pasteur, M. Janet, qui était un Suisse, le pasteur du Mazet. Et il est venu donner son allocution au temple. Alors, quand il a eu terminé, Georges Lamiran a crié « Vive Pétain !» Et le salutiste a crié « Vive Jésus-Christ !» Et M. Janet a dit à ce moment-là « Est-ce que nous pourrions chanter la Cévenole ?» Et vous savez, à gorge déployée, là je pouvais chanter. Je ne chanterai pas maintenant, mais on a chanté la Cévenole. Dans quel granier on met ses veines fut taillé ce peuple vainqueur. Quel sang avait-il dans les veines? Quel amour avait-il au cœur? L'esprit de Christ était la vie de ces pâtres émancipés, et dans le sang qui purifie, leur courage était trempé. Repensez-vous souvent à ce temps-là? En parlez-vous souvent? C'était très triste. Et les jeunes de maintenant, mon petit-fils pour le premier, Mémé, tu l'as assez raconté ton histoire. Et c'est vrai. Alors, c'est plus la peine d'en parler, ça a été vécu, mais on ne peut pas l'oublier. Un homme, un fonctionnaire, est-il ou non tenu d'obéir aux ordres iniques de ses supérieurs?